On parle souvent de la crise du logement à l'émission parce que c'est un problème grave de notre époque puis ça touche tout le monde. On parle souvent d'offres et de demandes, d'immigration, mais un angle qui est rarement abordé, c'est celui du prix, hein, au sens l'inflation immobilière. Tout le monde connaît l'inflation, on en a beaucoup parlé depuis quelques années. J'ai moi-même beaucoup contribué à cette conversation-là. Mais peu savent vraiment comment ça fonctionne puis pourquoi justement le logement ne cesse d'augmenter comme il le fait. La crise du logement est largement une crise du prix, hein, comme on le dit souvent. Et donc, pour en parler, David Saint-Onge, bon, on le sait, il vient régulièrement nous voir à l'émission. Il est auteur d'un livre là, sur le Bitcoin, un des livres de référence, mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au domaine du logement. On avait eu l'occasion de l'effleurer lors de sa dernière visite en studio. Bonjour, David. Salut, Francis. Merci. Donc, on entend souvent dire, là, justement, les prix de l'immobilier montent, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu comprends la situation? Oui, quand il s'agit d'inflation, c'est un mot que tout le monde connaît, mais il y a assez peu de personnes qui le comprennent. En fait, il faut savoir faire la différence entre l'inflation et des hausses de prix. Là. Toi, Francis, tu es économiste, hein, tu connais la différence. Je sais que tu le mentionnes souvent à ton émission. Et donc, l'inflation et la hausse de prix, c'est deux concepts très différents parce que l'inflation, en fait, c'est la hausse généralisée et soutenue des prix. De la moyenne ou en fait de l'ensemble des prix. Là, exactement. Ouais. Et tandis que une hausse de prix, tout simplement, ça peut être sectoriel. Donc, quand on a une hausse de prix du pétrole, par exemple, ben, c'est une hausse de prix sectorielle. Souvent, on va dire, oh, le prix de l'essence a monté, ben c'est de l'inflation. En fait, non. De l'inflation, il faut que ça soit généralisé et soutenu. Les deux se produisent un peu simultanément, ceci dit. C'est des fois difficile un peu de dissocier ce qui est une hausse de prix sectorielle de ce qui est l'ensemble des prix qui augmentent. Tout à fait, c'est assez difficile à dissocier, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le lien avec la monnaie. Si on n'ajoute pas de monnaie dans une économie, dans un système monétaire, c'est très difficile d'avoir de l'inflation. Ce que tu vas avoir, c'est des hausses sectorielles. C'est simple, parce que sinon, c'est un jeu à somme nulle. Ce que ça veut dire, c'est que si les ménages mettent plus d'argent dans l'énergie, par exemple, dans le gaz, dans l'essence pour le gaz pour se chauffer, dans l'essence pour la voiture, il va avoir moins d'argent pour aller au restaurant, pour aller au cinéma. Donc, une hausse de prix d'un côté va amener une baisse de prix. J'aime toujours donner l'expression ou le schéma très simple là, pour ceux qui ont de la misère à suivre. Là, mais mettons que dans toute notre économie, là, on fait ça bien simple, là, dans toute l'économie du Canada, du Québec, là, il y a 100 $. Là. Ouais. Si le gaz, il te coûte 3 $ au lieu de 2 $, tu as 1 $ de moins à mettre en patate. Fait ce qui fait que chaque augmentation d'une affaire va amener à une baisse équivalente d'autres prix. Là. Puis là, dans mon économie, il y a juste 2 biens, là, mais il y a juste 100 $. Fait à la fin, tu peux pas, il n'y a pas d'inflation de l'ensemble des prix. Chaque hausse est traduite par une baisse équivalente ailleurs. Ouais. C'est parfaitement vulgarisé. Donc, ce que ça m'amène à vous dire, c'est qu'il y a toujours un lien entre l'inflation puis l'augmentation de la masse monétaire. En fait, c'est mathématique. Ouais. Et dans les médias, on parle beaucoup d'inflation. On parle de l'inflation des logements, du prix des logements, comme on va discuter en ce moment. Puis on ne parle jamais de la cause en arrière. C'est comme si c'était une espèce de fait, là, une fatalité là, qui existe. Et donc, il faut savoir que l'inflation, c'est télécommandé par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale, c'est quoi son rôle? C'est de maintenir une stabilité des prix. Puis on a choisi, dans les années 90 ou 2000, 2 %. Bon, comment on crée cette monnaie-là, Francis? Il y a deux façons. Soit la Banque centrale, la Banque centrale fait deux choses. Elle liquéfie les banques, donc elle leur donne de la monnaie de Banque centrale pour gérer leur bilan. Et de deux, elle fixe le taux d'intérêt. Et c'est la fixation du taux d'intérêt qui a un gros effet sur la masse monétaire parce que l'argent que le gouvernement crée pour liquider les banques, il ne va pas dans l'économie directement. Il peut rester dans le bilan des banques. Les banques deviennent très liquides. Au Canada, on dit les banques sont très solides, sont très liquides parce qu'ils ont beaucoup d'argent de la Banque centrale dans leur bilan. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que cet argent-là va se rendre dans l'économie. Donc, souvent, les gens vont dire « Ah, la Banque centrale a doublé la masse monétaire, puis regardez, il n'y a pas d'inflation. » C'est parce que l'inflation n'est pas rentrée, l'argent n'est pas rentré dans l'économie. Pas encore. Comment? Ouais. Exactement. Comment l'argent rentre dans l'économie? Francis, tu vas me demander, c'est tout simplement par la création du crédit bancaire. Ouais. Et ça, c'est quand les banques centrales fixent le taux d'intérêt directeur, qu'on appelle, disons, ça a été 0,25 % à une époque. Pendant longtemps. Ce que ça fait, c'est que c'est plus facile d'obtenir d'hypothèques et ça augmente la masse monétaire, ça augmente le budget des familiales pour acheter des maisons et d'une certaine façon. Parce que le coût de l'argent, comme on l'appelle, c'est-à-dire le coût d'emprunter une pièce quand le taux est très, très bas est moins grand. Ça veut dire que tu empruntes une pièce, l'année d'après, tu vas devoir à peu près une pièce et une scène, là, mettons. Ben, tu en empruntes plus que si dans un an, tu vas devoir une pièce et 5 cents ou 2 pièces. Il y a même l'espèce les critères des banques là, pour dire que le ménage, il peut emprunter combien? Il peut s'emprunter 300 000, il peut s'emprunter
emprunter 400 000. Si tu baisses le taux, tout le monde donc, peut emprunter plus. Tout ça, ça fait qu'on peut emprunter plus et donc on est prêt à payer plus pour l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'argent qui est disponible puis l'argent est plus facile à acquérir par le crédit là, dans les ménages. Exactement. Fait que ça, c'est le premier effet. Ouais. C'est, dans le fond, ça donne accès aux gens à plus d'argent, de monnaie pour acheter des biens plus chers. Ça fait de la compétition. Mais il y a un deuxième effet à ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'immobilier comme quelque chose qui monte. Donc, ils voient qu'il y a un gain à faire là, une sorte de spéculation, et ils veulent se protéger de l'inflation, qui est, comme j'ai rappelé, télécommandée à 2 % par la Banque centrale. Ça a été pire dans les dernières années, on le sait. Mais mettons 2 là, qui a été la norme depuis quand même de nombreuses décennies. Là, Donc, ça fait un endroit où les gens vont placer leur argent en ayant une espérance de gain, puis ça fait artificiellement monter les prix. Donc, il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, pas nécessairement pour se loger ou loger des gens, mais pour faire de la spéculation, pour avoir une espérance de gain. Et là, c'est quoi la différence entre un investissement productif puis de la spéculation? C'est là que c'est intéressant. Un investissement productif, c'est quand tu vas investir dans l'immobilier pour construire des logements, ajouter des logements. Là, tu contribues à l'économie. Puis ça, c'est intéressant, c'est productif. Tu le dis souvent dans ton émission. Il n'y a pas de substitut à la productivité, hein, Francis? Non, et donc, le côté spéculatif de tout ça, c'est quand on achète des maisons, un bien qui existe déjà, en espérant que ça monte, sans créer de nouveau. Donc là, ça va simplement enrichir l'investisseur immobilier qui, lui, fait ça pour, d'une certaine façon, se protéger de l'inflation. Donc, ça a deux volets, la création monétaire qui donne plus de moyens aux gens pour acheter, et de deux, le besoin des gens de se protéger contre l'inflation. Mais là, mettons, quelqu'un là, qui achète un bien immobilier pour le détenir puis le garder sans spéculer. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un construit un logement. Ouais. S'il veut pas le garder, s'il veut en construire un autre après, puis un autre après, ben généralement, il le vend à qui? Peut-être à un propriétaire, là, qui n'est pas nécessairement un spéculateur, non, là, je veux dire, non. qui peut juste détenir le truc, charger un loyer, pout. Est-ce que ça, c'est mal, selon toi? C'est ça. Là, on je blâme pas ceux qui investissent dans l'immobilier, loin de là. C'est juste que c'est de décrire le mécanisme. Si on n'augmente pas la monnaie, si on n'avait pas de création monétaire facile par le crédit bancaire, si le coût de l'argent était le coût qui devrait être là, dans un marché, là, on mettrait les taux d'intérêt selon l'offre et la demande des capitaux qui sont disponibles, mais il n'y aurait pas autant de création monétaire d'argent facile. Donc, les ménages auraient, disons, je ne sais pas moi, un budget de 250 000, 300 000 $ pour acheter une maison. Mais le prix moyen des maisons, il serait nécessairement plus bas que si tout le monde, à un certain moment où les taux sont très bas, ont tout à coup 500, 600 000 le budget pour acheter une maison. C'est sûr que ça va faire monter les prix et ça nuit à tout le monde. Mais en même temps, je veux dire, sans rentrer dans les affaires trop geeks, je sais pas, pour la moyenne des ours, là, acheter une maison, c'est comme l'un des rares actifs que, je sais pas, que tu peux mettre tes sous, puis tu sais que c'est quand même solide, puis tu peux la réparer, puis l'entretenir. J'ai toujours dit que c'est quand même une bonne forme d'épargne. C'est une excellente forme d'épargne. Le problème, c'est que les gens s'en servent comme une tirelire avant de s'en servir comme un bien pour se loger. C'est ça le problème. Il n'y a aucun problème à investir dans une maison. Là. C'est une excellente idée. Le problème, c'est quand il y a un paquet d'investisseurs qui se servent de ça pour se protéger de l'inflation. Fait que ce que je viens de te dire aujourd'hui, c'est ça. C'est le système qui fait que il y a toujours une dilution monétaire, au moins 2 %. Donc quoi, on devrait interdire aux gens de spéculer sur l'immobilier? Non, absolument pas, c'est ça. Si on laisse le marché faire, si l'argent coûte ce qu'elle devrait coûter, il y aurait moins de gens qui chercheraient, disons... Combien ça devrait coûter l'argent d'abord? Le taux d'intérêt devrait se décider par le marché. C'est quoi les capitaux qui sont disponibles? Ça serait quoi en ce moment, le taux d'intérêt, si c'est le marché qui décide? On ne peut pas le savoir. Ça dépend de combien il y a de capitaux qui sont disponibles pour prêter. Combien l'argent est rare, en fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un surplus de capitaux à prêter versus les gens qui en ont besoin? Les taux d'intérêt, là, avant qu'on les fixe, là, c'était décidé par le marché, tout simplement. Mais comme en ce moment, là, alors qu'il y a justement un sentiment là, de ralentissement économique, que les ménages sont un peu pris à la gorge, etc., ton argument, ce serait que les taux seraient élevés, non? Parce qu'il y a moins de liquidités disponibles? Oui, regarde ce que ça a fait dans les années 80. Des années 80, c'est un excellent exemple. On a monté les taux d'intérêt pour baisser l'inflation, puis là, on les a montés ben trop haut. À 10-12 %. Exactement. Et donc, même 18 %. Et donc, ce que ça faisait, c'est qu'à cette époque-là, les maisons coûtaient genre 30
40 000 c'était fou. Fait que les gens disaient, hey, moi, j'ai déjà payé 18 d'intérêt. C'est complètement fou ce que ça fait. Tu payes 4 fois ta maison. Sauf que les maisons étaient 30 000 Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre une maison qui coûte 600 000 c'est la même maison, c'est le même bungalow des années 80. C'est juste que là, le taux était à 2 Puis, sauf que la valeur... Donc, c'est un transfert, en fait. C'est qu'au lieu de payer de l'intérêt à la banque, les gens font gonfler le prix. Fait que c'est un peu ça, mon angle pour analyser l'inflation sur le prix de l'immobilier. Mais donc, en conclusion, c'est un peu paradoxal. C'est que si tu nous dis si les taux étaient plus élevés, les maisons seraient moins chères? C'est sûr, évidemment, si les gens allaient à la banque, OK, puis le taux était à 6 disons, c'est peut-être un taux relativement élevé. Il l'a été jusqu'à tout récemment. Oui, c'est ça, mais là, il faut laisser le temps au marché. C'est sûr que là, les prix, ils collent. Hein? Les prix, c'est pas parce que les taux sont à 6 que les maisons vont retomber à 300 000 Les prix, ils ont quand même une résistance. Ça va pas cracher. Tout ce que ça fait en ce moment, c'est que les gens ont de la misère à payer leur loyer. Mais mettons que depuis longtemps, les taux d'intérêt seraient à 6 mais quand tu vas à la banque, au lieu d'être capable d'emprunter, disons, 600 000, tu serais peut-être capable d'emprunter que 300 000. Fait que si la majorité des ménages ne peuvent emprunter que 300 000 eh bien, les prix des maisons vont être nécessairement plus bas. Sauf que ça va prendre du temps, puis à court terme, ça va vouloir dire qu'il y a un paquet de gens qui ne peuvent pas accéder à la propriété. C'est toujours ça. J'ai l'impression qu'on a comme une obsession du court terme, qu'on veut accéder à la propriété là. Fait qu'on n'a aucune patience là, que les mécanismes se mettent en place. Puis je l'ai dit souvent, moi, d'un autre angle que le tien, mais notamment en matière de politique publique, tout ce qu'on fait depuis 5 ans que je peux voir, que ce soit les rehaussements de seuil de la SCHL, le CELI-App, le rehaussement du régime d'accès à la propriété, on permet à des gens d'avoir accès à d'autres plus de crédit en fait, essentiellement, ce qui fait... Mais tu comprends que ce qu'on essaie de faire, c'est que la maison, elle est 600 000, puis là, tu as ce jeune-là qui rêve d'accéder à la propriété, puis on dit, OK, ben il faut que tu te ramasses une coupe de 10 000, on va t'aider, tu sais, dans une certaine mesure. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ben la maison à 600 000, elle vaut 650 000. Exactement, ça revient à dire ce que je disais. Fait que je résume peut-être pour conclure, mais c'est qu'on a un problème entre l'obsession à court terme, qu'il y a plein de gens là, qui nous écoutent, là, qui veulent acheter une maison là. Puis je sais pas, Fred, t'es un propriétaire, toi? Oui, j'ai un petit lopin de terre. Il y a un moment donné où tu voulais acheter là. T'étais pas prêt à attendre 5 ans que les mécanismes de marché restabilisent la patente. Ça dépend des vies personnelles des gens quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque mois, à chaque jour, il y a du monde qui veut l'acheter maintenant. Puis là, on essaie de leur donner des moyens d'acheter maintenant, mais ce faisant, on fait en sorte qu'à moyen, long terme, c'est juste plus cher pour tout le monde. Ça revient à dire ce que je dis au début. On ajoute du crédit, on ajoute de la capacité monétaire. Ça crée de l'inflation. Moi, je suis pas arrivé en disant qu'il y a une solution simple. C'est juste pour expliquer le phénomène. Pourquoi les prix montent? C'est parce que, comme Francis vient de dire, on donne plus de la CELIAP, la CHL change les limites. Puis ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça donne accès à plus d'argent. On va nommer David Saint-Onge ministre du Logement. On va faire haro. Impossible d'acheter une propriété pendant 5 ans, le temps que le marché se restabilise. Après, ça va être réglé. On le nomme accessoirement aussi président de la Banque du Canada, donc double responsabilité. Et, mesdames et messieurs, vous allez voir, l'abordabilité va revenir comme ça devrait. C'est ça, David? Mon intervention est pas est descriptive. Je te charrie, évidemment. Et tout ça pourra être payé, évidemment, en Bitcoin. Vous pouvez vous l'imaginer. Mais si tu me permets de faire le pont ici, c'est ce que je te disais à ce qui introduit cette chronique-là, c'est notre chronique précédente où je disais que les gens, mon point, c'est que les gens investissent en immobilier pour se protéger de l'inflation. Et quand les gens investissent dans Bitcoin, ça cause pas ce genre d'effet-là. Il n'y a pas cet effet-là qui va faire monter le prix d'un actif où qui devrait servir à autre chose. Qui devrait servir à d'autres choses. C'est vrai que c'est de la pure spéculation, le Bitcoin. Mais là-dessus, on ne s'entendra pas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, David Saint-Onge, toujours un plaisir de t'accueillir à l'émission. On se retrouve pour une prochaine chicane, j'espère.